Alors, donc, le Laos est connu pour avoir deux grandes religions représentées, qui sont traditionnellement appelées le bouddhisme et l'animisme. En gros, c'est 2 tiers pour le bouddhisme et 1 tiers pour l'animisme. L'idée que je voudrais vous soumettre est que les représentations qu'on s'en fait sont assez biaisées par les présupposés que l'on a sur ce que sont ces religions, le bouddhisme et l'animisme. Alors quand on parle du bouddhisme au Laos, voilà en gros ce qu'on a en tête comme image. Pour beaucoup, le bouddhisme, c'est avant tout, on entend souvent dire, c'est plus une philosophie qu'une religion, qui est consignée par écrit, dans les Tipitaka, les 3 corbeilles, et dont l'objectif est en fait une quête méditative personnelle, celle des moines, en vue de se libérer des souffrances de ce monde et de sortir du cycle de réincarnation pour atteindre le nirvana. Les représentations qu'on se fait classiquement de l'animisme, c'est que c'est une religion quasi universelle, puisqu'on la retrouve un peu sur tous les continents, qui est basée sur, on va dire très largement, une croyance en l'animation de la nature. Alors, ces grandes définitions implicites que l'on peut avoir font qu'on aura quelques difficultés au Laos à qualifier tel ou tel phénomène de bouddhiste ou d'animiste, comme par exemple le rituel du rappel des âmes de Bassi, le Bassi ou Sukwa, que vous connaissez certainement tous, dont on ne sait jamais trop s'il est bouddhiste ou s'il est animiste. On parlera dans ces cas-là peut-être de confusion ou de syncrétisme entre ces religions, avec l'idée qui est souvent répandue qu'il existe un fond autochtone de représentation traditionnelle et un vernis civilisateur, un vernis qui viendrait, qui serait lié au bouddhisme, qui se serait implanté sur ce fond et qui aurait plus ou moins bien pris. Et voilà, bon, je pense qu'en gros, il y a une vision erronée derrière tout ce que je viens de vous dire, et que ces représentations faussent grandement notre perception. En tout cas, elles ne correspondent pas du tout à la réalité telle que j'ai pu l'observer sur mon terrain, dont je vais vous parler un petit peu. La vision spirituelle, mystique du bouddhisme est liée, bon, je ne vais pas vous faire l'histoire de ce phénomène, mais est liée en grande partie aux études orientalistes qui se sont déroulées à partir du 19e et qui ont un peu créé finalement ce bouddhisme en essayant de l'épurer de toutes les pratiques superstitieuses ou magiques pour en faire une religion mystique, une religion spirituelle. Ceci a été d'autant plus, cette idée s'est d'autant plus développée avec la vision que l'on a du bouddhisme, enfin la vision et l'usage même que l'on a du bouddhisme en Occident, qui est pratiqué par beaucoup de personnes qui ne se réclament pas directement bouddhistes. Ceci n'est pas faux dans le bouddhisme. C'est en partie un idéal qui se donne lui-même et qu'il est intéressant à prendre en compte, évidemment. Mais en tant qu'anthropologue, je ne travaille pas sur des idéaux, je travaille sur des réalités. Donc, quand je vais vous parler de bouddhisme, en fait, je vais surtout vous parler de gens qui se disent bouddhistes, plus que de bouddhisme. Et donc, j'appelle bouddhiste toute personne qui se définit comme telle. C'est pas trop compliqué, je ne prends pas trop de risques, mais ça a des conséquences méthodologiques. Et on verra que, en faisant ça, et en partant de leur représentation de ce que c'est que le bouddhisme, il est très peu de questions de quête individuelle de libération, il n'est pas question de réincarnation, ni d'éveil, ni de méditation, mais de bien d'autres choses. En comparaison, voilà un peu le bouddhisme dans sa réalité que j'ai observée. Une conséquence importante que je dois tout de suite mentionner dans cette approche, le bouddhisme est avant tout une religion du texte. Les écrits sont très importants, je vais en parler un peu. Et moi, je dois préciser donc que je ne m'y intéresse pas en soi. Donc, je ne suis pas du tout un spécialiste des textes.
Et ce qui m'intéresse, c'est ce que les gens en disent et en retiennent, ou ce qu'ils en font, mais pas leur contenu pour eux-mêmes. Et il faut savoir que beaucoup des récitations qui sont faites dans les rituels bouddhistes sont faites en pali, une langue que les laïcs, les gens qui n'ont pas étudié le pali, ne comprennent pas. Il faut savoir que quelqu'un rentre dans un temple, souvent, ne comprend pas ce qui est dit, même s'il peut avoir des notions évidemment de tout ça. L'animisme maintenant. Alors le bouddhisme aussi, mais surtout l'animisme, est souvent interprété, expliqué en termes de croyance, comme je l'ai dit. Ce serait une croyance. Alors cette idée d'une base psychologique qui expliquerait les religions classiques, je ne vais pas y revenir, ni non plus de ces idées, de ces perceptions intellectualistes. Ce que je veux dire, c'est que moi d'abord je m'intéresse avant tout aux pratiques, à ce qui se fait, plus qu'à ce qu'il se dit. Et il est important de savoir que dans les processus de socialisation, d'apprentissage, les pratiques en général priment. C'est-à-dire qu'on fait des choses et parfois, certaines personnes, pas tous, en ont une explication. C'est important, c'est que très souvent, spontanément, pour chercher une explication dans un phénomène religieux, on part d'une représentation. Il y a l'idée, on se fait, les gens ont une idée qu'il existe des âmes et qu'elles se perdent, donc on fait un rappel des âmes. Mon présupposé est inverse. On fait des rappels des âmes, on fait des rituels, quand on est petit on les voit, on les connaît sans aucune forme d'explication. Et certains vont gloser et vont donner une raison à ça en disant que peut-être c'est parce que les âmes se perdent, puisque c'est ce que le rituel met en scène. Voilà, ce que je veux dire, c'est que les rituels ne sont pas forcément des mises en pratique de conception préalable, mais que les représentations sont parfois des mises en conception de pratique préalable. C'est de garder ça derrière un coin de votre tête pour comprendre la suite. Des exemples tout bêtes qu'on pourrait prendre. Toucher du bois, vous le savez faire quand il y a un malheur. Vous ne touchez pas du bois parce que vous savez que le bois étant le matériau sur lequel le Christ a été crucifié, c'est une sorte d'hommage, de prière liée au Christ qui va vous protéger. Ça, peu de gens le savent. Pareil pour l'usage de l'ail pour les vampires. Tout le monde sait qu'il faut de l'ail pour les vampires. Je ne sais pas si parmi vous quelqu'un a une idée de pourquoi. Voilà. Certains pourraient. Bon, il y a en partie la question de l'odeur, évidemment. Enfin, tout ça pour vous dire que, voilà, quelques exemples qui peuvent marcher aussi pour nous. Donc, l'animisme, pour moi, en fait, ça ne veut rien dire. L'animisme, c'est une manière de catégoriser tout un ensemble de phénomènes religieux qui ne sont pas issus des grandes religions. C'est un terme très récent qu'on utilise donc par défaut. Il y a les chrétiens, il y a les musulmans, il y a les bouddhistes, il y a les hindous, etc. Et tout ce qui reste, on ne sait pas trop ce que c'est, on appelle ça de l'animisme. Il n'y a rien de commun. Il y a des choses communes dans ce qu'on a qualifié d'animisme, mais c'est commun en contraste par rapport à ces grandes religions. C'est-à-dire que c'est commun en négatif, il n'y a pas de dogme, il n'y a pas de révélation, il n'y a pas de livre sacré, il n'y a pas de clergé. Mais entre ce que j'ai pu observer au Laos ou ce que j'ai observé au Népal, il n'y a pas grand-chose de commun. Entre ce qu'on peut observer au Laos ou ce qu'on peut observer chez les Yoruba en Afrique, pas grand-chose de commun en fait. Si ce n'est par défaut par rapport à nous. Donc voilà, il n'y a pas de phénomène pour moi animiste. Il y a des pratiques et des conceptions implicites qui peuvent en partie être issues de ces pratiques qu'on peut qualifier, on va dire, en fait, de tradition. Voilà. C'est pas une religion, ce sont des traditions. Le principe d'une tradition, c'est d'être local, justement, c'est d'être hérité des ancêtres. Une tradition ne veut pas dire quelque chose d'ancien, d'ailleurs. Tradition, traditionnelle, une tradition, je l'entendrai très précisément, une tradition, c'est un mode de légitimation. C'est-à-dire, c'est une manière de justifier une pratique en dernier recours du fait qu'elle a été héritée des ancêtres. Point.
Après, on peut donner d'autres explications, mais celle-ci suffit. Donc c'est un héritage qui est lié à un groupe précis. Donc c'est quelque chose de très local et qui est lié à des pratiques. Parce que le simple fait d'expliquer, de justifier une pratique du fait qu'elle est héritée, c'est un héritage, ça fait force de loi. En fait, c'est un peu le principe des lois dans les sociétés, un code juridique dans les sociétés sans État, qui fait que notamment on n'a pas forcément à se questionner dessus. On peut s'interroger dessus si vous voulez, mais ça, le fait que vous le compreniez ou pas n'empêche pas le fait qu'il faut le faire. Quand on vous dit de mettre la main sur la table quand vous mangez, vous ne savez pas toujours expliquer à vos enfants pourquoi, mais c'est comme ça. Pour se conduire en société, vous mettez la main sur la table. C'est souvent l'explication qu'on entend sur le terrain. Quand on pose une question, on vous répond, c'est comme ça, c'est la tradition. C'est pas une manière de défiler, c'est une bonne réponse. C'est comme ça, c'est la tradition, c'est tout. Donc on fait, on oublie. Alors évidemment, ça a des conséquences importantes, parce que donc ce n'est pas comparable à une religion, pas directement. Il y a des points communs, mais on ne peut pas contraster directement animisme et bouddhisme, parce que pour moi l'animisme n'existe pas. Donc disons les cultes locaux, ou des traditions locales, on ne peut pas les comparer directement parce qu'elles ne sont pas du même ordre, elles ne sont pas du même niveau. D'ailleurs au Laos, officiellement, seul le bouddhisme est une religion, satsana, le terme utilisé. La notion de satsanapi est une expression extrêmement récente, qui n'est pas officielle, et qui était un non-sens jusqu'il y a peu. C'est une manière gentille pour qualifier les pratiques des populations non bouddhistes. Mais ce n'est pas reconnu comme une religion. Dans les statistiques, vous avez la case autre, les statistiques officielles. Donc voilà, la religion ici, on en a une ou on n'en a pas. La tradition, on en a tous une, les Lao compris. Donc la tradition pour chaque groupe local, la religion, certains l'ont pas. Bref, tout ça pour vous dire, et je m'excuse pour mon titre extrêmement mensonger, donc je vais vous parler ni du bouddhisme comme religion instituée, ni de l'animisme, parce que ça n'existe pas. Alors, de quoi je vais vous parler? Je vais essayer de décrire les pratiques et les conceptions religieuses, telles que j'ai pu les observer, parmi différentes populations d'une province du Laos, Phongsaly, donc qui est à l'extrême nord du Laos. Et je vais essayer de voir ce qui, pour ces gens-là, ceux qui se disent bouddhistes, mais ceux qui ne se disent pas bouddhistes aussi d'ailleurs, qu'est-ce que c'est que le bouddhisme? Qu'est-ce que c'est qui n'en est pas? Comment ces pratiques s'articulent, bouddhistes et non bouddhistes, en essayant donc de ne pas faire appel à des termes normatifs, des termes qui sont finalement des jugements, comme syncrétisme par exemple. Syncrétisme, l'idée d'un mélange des religions, c'est forcément un jugement, parce que le mélange, il est du point de vue de ceux pour qui les choses ne sont pas mélangées. Pour un bon bouddhiste, voilà. Pour un bon bouddhiste, les pratiques qui ne correspondent pas à son canon sont des syncrétismes. Alors, la province de Phongsaly, pourquoi je vais vous parler de celle-là? Ce qui peut paraître un peu bizarre quand on veut parler du bouddhisme au Laos. Alors, ça peut paraître un peu bizarre parce que c'est une province qui se caractérise par une extrêmement grande diversité de population, où les Lao forment une extrêmement petite minorité. C'est un peu excentré par rapport au Laos. On aime à dire que c'est plus tout à fait le Laos, c'est pas encore la Chine. Il n'empêche qu'il y a plusieurs populations bouddhistes, et même plusieurs bouddhismes, le bouddhisme des Lao et le bouddhisme des Lu, mais aussi d'autres populations dont je vais vous parler. Mais rien que ça, c'est intéressant. C'est intéressant aussi parce qu'il y a un processus de bouddhisation, on va dire, qui s'est étalé dans le temps, entre le 15e jusqu'au 20e siècle. Il y a eu des phénomènes de bouddhisation extrêmement récents dans cette province. Et surtout, très intéressant, on trouve des populations issues d'un même groupe ethnique, dont certains villages sont bouddhistes et d'autres ne le sont pas. Ce qui permet une comparaison assez intéressante pour voir la transformation entre l'un et l'autre. Donc ma méthode, ce sera de partir d'abord des pratiques non bouddhistes pour essayer de voir ce que vient transformer, ce que vient apporter, ce que vient changer le bouddhisme. Dans ce sens-là, parce que on va toujours parler de bouddhisation, on va rarement parler d'animisation. Il y a l'idée qu'il y a un fond et que le bouddhisme peut se rajouter, mais pas l'inverse, même si en fait ça peut exister.
Voilà, donc pour aller je vais très vite sur la méthode, on pourra revenir dans la discussion, mais tout ça pour vous dire que je suis resté à peu près 3 ans dans cette province. J'ai travaillé dans beaucoup de villages, à peu près 200 villages, beaucoup par interview et par observation participante. Donc les données que je vais vous présenter sont en partie issues d'un entretien avec des moines, avec des responsables laïcs de pagodes, et beaucoup de gens, surtout le maximum d'ailleurs de gens qui sont ni l'un ni l'autre, qui sont juste des paysans, des chefs de village. Voilà, plus des observations. Alors, pour parler un peu de ces cultes locaux. Je disais, les traditions, chaque groupe a la sienne. Et à Pankséli, il y a une diversité très impressionnante de groupes, de langues, avec des histoires très différentes. Mais à un certain niveau de généralité, on peut sortir des grandes lignes, parce que finalement, il y a des choses qui sont assez générales, assez communes à tous les groupes, malgré leurs origines et leurs langues et leurs cultures différentes. Je suis obligé évidemment de grandement schématiser pour faire ça. Donc je vais sortir quelques grands... je vais partir principalement de rites, parce que, encore une fois, je privilégie la pratique, pour qualifier un peu donc ces pratiques locales, comme je préfère les appeler. Alors, une des plus importantes, c'est la manière dont les groupes eux-mêmes vont définir leur spécificité au niveau de la tradition. Ce sont les rituels du Nouvel An. Ce sont les seuls qui sont définis comme ayant une base ethnique, par les gens eux-mêmes, j'entends. Ils vont dire, voilà, nous, les bidules, on est différents, et notre Nouvel An, il est comme ci, et on fait tous les mêmes entre bidules, contrairement aux machins. Alors, c'est vrai, sauf que, d'abord, c'est toujours fait au niveau du village, donc il n'y a aucun rite qui dépasse le niveau villageois, au niveau de cette action-là. Et en fait, la structure est assez régulière, assez proche. Les grandes spécificités du Nouvel An, dont les dates peuvent varier, mais en gros, à part chez les Lao, justement, c'est plutôt vers l'équivalent entre novembre, décembre, janvier, février, selon les groupes. Je parle ici d'une trentaine de groupes différents, donc je ne vais pas rentrer dans les détails. Je parle en gros. Les grandes spécificités, c'est le changement de l'année, c'est lié à la fin du cycle agraire. La grande spécificité du Nouvel An, c'est l'idée du rassemblement. C'est une des rares fêtes qui soit collective, qui ne soit pas au niveau des maisons uniquement, mais qui se fasse au niveau de tout le village, qui implique, comme toujours, beaucoup des repas, des réjouissances, le grenier à riz est plein, des jeux entre hommes et femmes, etc., qui implique aussi et surtout, avant tout, un élément absolument central dans les pratiques locales, qui est d'honorer ses ancêtres sur l'autel domestique. Chaque famille honore ses propres ancêtres, généralement sur 3 générations, sur un petit autel qui se trouve dans la maison. Et voilà, sauf que dans les principales fêtes, c'est toujours fait, c'est un élément récurrent des rituels. Là, la spécificité, c'est ce sera fait le même jour, dans tout le village. Ces ancêtres, donc les ancêtres en ligne paternelle, c'est-à-dire les parents en fait du mari, les parents, les grands-parents et les arrière-grands-parents de l'homme, puisque ce sont des sociétés patrilinéaires, bon, j'entends dans les détails, mais l'appartenance se transmet par les hommes, pas par les femmes. C'est un peu plus compliqué en milieu là-haut. Donc ils doivent rendre un hommage à ces ancêtres en offrant un peu d'alcool et de la nourriture, et en leur demandant d'écarter les mauvaises choses, d'apporter la prospérité. Ces ancêtres qui veillent sur la maisonnée en échange, mais qui veillent aussi au respect d'un certain nombre de règles. Donc, tout un ensemble d'interdits qui sont liés, dont on va dire que si on ne les respecte pas, les ancêtres vont punir les gens qui habitent dans la maison. Voilà, ça varie selon les groupes, mais partout on retrouve ce type de petits hôtels dans les maisons. Bon, je ne parle pas de ceux qui sont à l'extérieur, mais ce type de petits hôtels qui sont, vous voyez, c'est des constructions extrêmement sommaires, et pourtant c'est extrêmement important, c'est le point le plus important dans les maisons. Alors au niveau domestique, donc cette idée d'une protection de la maison, on va retrouver aussi au niveau qui va impliquer, quand on fait ces rites, tout un ensemble d'actions de protection du lieu domestique. Je ne rentre pas dans les détails.
Alors, ce rite domestique se retrouve aussi, c'est le deuxième rite le plus important dans ces communautés. Juste un mot pour Baj, ça avait parlé. Sur la photo de droite, où vous voyez un ancien dignitaire royal du Laos et Lénine, quand j'ai demandé pourquoi il avait mis ça au-dessus de sa porte, il m'avait dit parce qu'ils font peur aux esprits. Donc, voilà, la royauté et le communisme unis dans la lutte contre les mauvais esprits. Alors, c'est ça au niveau domestique. On a l'équivalent, donc l'autre rite extrêmement important, fait au niveau de toutes les communautés, c'est l'esprit du village, Phibal. Il est toujours, bon pas toujours, il n'y a jamais toujours, il y a trop de groupes, il y a toujours des petites exceptions, mais je passe sur le détail. En gros, c'est toujours un peu en haut du village, qu'on appelle Waban, la tête du village, dans un bosquet qu'on ne défriche pas. Donc c'est l'idée quand on fonde un village, on préserve un petit bout de forêt, tout petit, et dans lequel on laisse l'esprit du lieu tranquille. Et cette puissance du lieu va être honorée une fois, 2 ou 3 fois l'an, selon les groupes, par un officiant spécialisé qui représente la communauté villageoise dans son ensemble. C'est toujours un homme. Il est parfois élu. Il y a tout un ensemble de règles. Bon, non plus, je ne rentre pas trop dans les détails, mais bon, il faut que ce soit un homme de bien qui représente sa communauté et qui vient ici honorer l'esprit du lieu et souvent aussi, finalement, la communauté des ancêtres de tout le village. L'équivalent au niveau des maisons se retrouve ensemble au niveau de cet hôtel où c'est à la fois l'esprit de la terre et du ciel, l'esprit du lieu, des montagnes et des forêts, et aussi la totalité des ancêtres de chaque maison qui, unis, forment cette force qui va protéger le village. L'équivalent des talismans qui protégeaient les portes pour le rite domestique a son équivalent au niveau de l'esprit villageois, et ce sont donc ça c'est quelques photos du sac. Et il implique très très souvent un sacrifice. Parfois de cochons, en général c'est un cochon une année, un buffle noir la deuxième année, un buffle blanc la troisième, donc ce genre de règles. Il implique aussi donc des jeux comme le Nouvel An, qui sont les seuls éléments dans lesquels les femmes peuvent participer, sinon les femmes sont interdites de rentrer dans la zone qui est réservée à l'esprit du village. Et donc voilà, le rituel implique aussi une claustration. Donc une fermeture du village pendant 3 jours en général, parfois une semaine. Le village est interdit d'entrée ou de sortie. On fait des portes de village qui empêchent aux mauvais esprits, aux mauvaises influences de rentrer. Là aussi, quels que soient les groupes. Vous voyez que les portes s'adaptent à la modernité. Là-haut, en bas à droite, vous voyez une porte qui a été surélevée pour que les voitures puissent rentrer dans le village. Donc cette idée d'un espace très circonscrit dans ces rituels-là, qui est le principe finalement des traditions, d'être toujours local. Tout un ensemble d'autres rites qui sont les rites agraires pour les paysans, évidemment c'est important, les rites liés aux esprits du lieu pour les rizières, aux esprits des essarts, comme vous pouvez voir là-bas. Là aussi, c'est toujours des esprits liés à la nature, à l'esprit du sol. Et c'est aussi finalement les ancêtres. Il y a très souvent un espèce de mélange entre les morts et les esprits de la nature qui sont honorés avec... voilà. Ça fait au niveau domestique ou au niveau du nombre de maisons qui vont faire ensemble, qui vont cultiver ensemble une même parcelle, et parfois au niveau du village. Enfin, les rites de guérison, qui sont liés en général à des infortunes, suite à donc quelqu'un est malade, en gros on opère un processus divinatoire qui permet de savoir quelle est la source d'un mal, et on appelle un guérisseur qui va rentrer en communication ou pas d'ailleurs avec les esprits. Bon là il y a trop de variations, je ne peux pas rentrer dans les détails. Vous voyez les chamans Hmong qui chevauchent, le banc c'est leur monture, qui sont dit eux aller chevaucher dans le monde des invisibles pour retrouver les âmes perdues. Vous avez là ce qu'on appelle un Fitaokmu, où là au contraire c'est l'esprit qui descend en lui, et ce qui va parler, mais lui ne se rendra plus compte, normalement il ne se rendra pas compte, il n'est que monture de l'esprit. Là on a un cavalier, en haut à droite on a un cavalier, en bas à droite on a une monture. Après il oubliera tout, c'est l'esprit qui parle en lui. Là on a un Taiyang, c'est un petit groupe, où là il cumule les deux.
Et là, c'est ce qu'on appelle Nangtiem, donc, qui est dans un village bouddhiste, j'y reviendrai. Et là, c'est l'esprit du village, c'est l'ordre du rite aux esprits du village. Le lendemain, en général, elle appelle l'esprit du village à venir en elle. Et parfois, donc là, ça peut être fait au niveau collectif, c'est-à-dire que les gens, l'assemblée du village, vient poser des questions pour savoir comment sera l'avenir du village, si l'esprit était content, etc. Voilà. Bon, pour aller vite, on voit les grands principes, les grands acteurs de tout ça. Ce sont à la fois donc, les esprits de la nature et des ancêtres. Ces esprits de la nature, une petite précision par rapport à ce que laisserait penser le terme d'animisme, c'est-à-dire l'idée d'une animation, c'est très rarement le cas en fait. Hein. Ce ne sont pas des forces, c'est pas vraiment des forces de la nature. Le principe, c'est de forces maîtres d'eux. C'est un principe de propriété. Ces esprits sont des possesseurs. Et donc, il faut gérer avec eux comme on doit gérer avec quelqu'un si on veut. Le principe, c'est si on veut prendre une parcelle de champ pour la cultiver, il faut acheter le terrain, en gros. Ce n'est pas des esprits qui sont des émanations d'une puissance. Par exemple, un esprit de l'arbre n'est pas un esprit qui émane de l'arbre, c'est un esprit propriétaire de l'arbre, qui habite dans l'arbre. Ce qui change finalement pas mal de choses. Mais je ne vais pas trop rentrer dans les détails. Les objectifs de tout ça, en gros, pour faire très vite, et comme souvent on me le résume, quand je demande à quoi sert ce rite, c'est pas compliqué, éloigner les mauvaises choses, apporter les bonnes choses. C'est comme ça qu'ils vont souvent résumer. Pour faire ça, on est obligé de gérer, de rentrer en communication avec les êtres qui occupent ou qui sont propriétaires de ces espaces ou de ces lieux, et entre lesquels va s'opérer une sorte de commerce énergétique. C'est-à-dire, pour prendre, il faut donner. Et parfois, ces esprits se servent tout seuls. Ces âmes dont je vous ai parlé, en gros, les âmes, ce sont les principes actifs de l'homme, les principes énergétiques de l'homme qui servent dans ce commerce énergétique avec des esprits. C'est qu'en gros, personne ne se rend compte quand il a ces âmes, on n'en parle que quand on est malade, et c'est ce que vient prendre l'esprit. C'est votre énergie que des esprits viennent manger, comme vous avez mangé leur territoire, vous avez coupé leur arbre, etc. C'est pourquoi la base de ces rituels, c'est toujours le sacrifice, il faut un substitut, le sang principalement, et l'âme de l'animal qui sera tué. En échange, après on essaye de récupérer l'âme d'un vivant en offrant l'âme d'un poulet par exemple. Bref, on a une forme de religiosité qu'on peut appeler ritualiste. C'est pas éthique, pas de bien, pas de mal. C'est pas moral, jamais moral. C'est des fautes, des interdits que vous pouvez faire, mais c'est pas une question de morale. On a une religiosité mondaine, au sens propre, c'est-à-dire les objectifs sont de ce monde. Être en bonne santé maintenant, avoir un grenier plein, avoir une descendance nombreuse. Ce que j'appelle aussi païenne, au sens propre, de paysans. C'est des logiques de paysans, c'est-à-dire énormément de ces rites sont tournés autour de l'agriculture. Et toujours donc localisés, l'échelle c'est la maison, le village. Bon, parfois il y a des rites qui dépassent un peu le village, je ne vais pas trop en parler, mais ils sont de toute façon assez rares. Voilà, en gros, pour les cultes locaux. Alors, le bouddhisme maintenant. Donc le bouddhisme dans cette province, il y est plus faible qu'ailleurs, vous voyez, c'est des proportions inverses par rapport à la nation. Deuxième spécificité, beaucoup des populations bouddhistes ne sont pas Lao. Donc il y a l'idée au Laos, en fait, le bouddhisme, c'est la religion principalement des Lao. Je rappelle juste que les premières traces du bouddhisme au Laos ne sont pas Lao. Il n'y avait pas de Lao à l'époque, il y avait déjà du bouddhisme au Laos. Que la bouddhisation du Laos est relativement tardive, 14e, 15e en gros, avec l'idée que toute la mythologie veut que ça vienne du monde Khmer, mais on sait que c'est surtout des influences liées finalement au Lanna, au nord de la Thaïlande. Mais bon, je ne vais pas rentrer dans les détails, c'est juste important de de déconnecter bouddhisme et Lao, oui. Donc les bouddhistes ne sont pas, les Lao ne sont pas les seuls. Et c'est important de déconnecter parce que souvent on dit les Lao sont bouddhistes, et quand on parle des minorités bouddhistes, on va dire ils sont bouddhisés. Comme si pour les Lao c'était une naissance, et que les autres c'était une sorte de processus, finalement, quelque chose qui vient se greffer sur eux, mais qui leur est en fait l'extérieur. Tout le monde est bouddhisé.
le principe du bouddhisme est d'essayer de s'implanter sur des cultes locaux. Tout le monde, partout. Au Sri Lanka, en Inde, partout. Voilà, bon, je passe sur ça. Comment on devient bouddhiste d'ailleurs? Un phénomène assez intéressant par rapport aux idées qu'on se fait de la religion. Il n'y a pas de conversion au bouddhisme. Vous ne pouvez pas vous convertir. Il n'y a pas de rite de conversion. En général, ce que j'ai pu observer à Pangsali, c'est toujours au niveau communautaire. On ne devient pas bouddhiste tout seul. Alors on peut, si on n'est soi-même pas bouddhiste et qu'on se retrouve dans un village bouddhiste, on va au temple, c'est tout. Mais ça, c'est à partir du moment où vous faites des pratiques bouddhistes, c'est les pratiques qui priment, c'est pas les conceptions encore une fois. Si vous faites des pratiques qui priment, si vous faites des pratiques bouddhistes, vous pouvez vous dire bouddhiste. Sinon, au niveau villageois, c'est toute la communauté. On n'a pas des villages moitié bouddhistes, moitié pas bouddhistes. Ça n'existe pas. Je vais y revenir un peu sur ce point-là. Voilà, donc on ne sait pas grand-chose sur les processus de conversion. Les quelques éléments que j'ai pu retenir, que j'ai pu découvrir à propos notamment des populations Khmu, les populations Khmu qui sont connues pour ne pas être bouddhistes au Laos. Bon, à Pangsali, il y a 20% des Khmu qui sont bouddhistes. Ça remonte au 19e siècle. Et en comparant avec des archives, ce que l'inspiration de voir, c'est toujours lié à des personnages importants, finalement, qui ont été reconnus comme chefs par des autorités laotiennes. Donc ça vient un peu d'en haut. Et l'autre élément très intéressant sur la bouddhisation de certains groupes, en fait, elle est venue du fait que, je vais en parler plus tard, mais dans le bouddhisme, il faut obtenir des mérites. Et une des choses les plus méritables qui soit, c'est de financer un enfant pour qu'il devienne novice. Dans les villages là-haut de la région, plus personne voulait aller au temple. Donc ils ont financé des personnes des Lao qui voulaient avoir ces mérites. Ils sont allés chercher les jeunes enfants Khmu dans les villages et les ont mis au temple, avec l'accord des enfants, pour obtenir eux-mêmes les mérites de ce qu'on appelle un prognote, quelqu'un qui finance l'intronisation d'un novice. Et ce sont ces enfants, ensuite, qui ont passé un certain temps au monastère, qui, plus tard, vont construire des temples dans leur village et commencer à introniser des rituels. Ce qu'on peut retenir, en tout cas, c'est qu'il y a un très faible prosélytisme. C'est rare que ce soit forcé, c'est rare que ce soit... Il y a très peu de missionnariat, je vais en parler peut-être à la fin un petit peu. Voilà. C'est tout ce qu'on peut dire. On n'a pas beaucoup plus de détails sur la bouddhisation. Alors passons, puisqu'on n'a pas de détails, mais essayons de voir maintenant ce qui change donc une fois qu'on est bouddhiste, en comparaison avec les rituels dont je vous ai parlé. Alors, la première découverte très intéressante, c'est que tout ce que j'ai décrit, tous les rites que j'ai décrits chez les non-bouddhistes, on les retrouve tous chez les populations bouddhistes. Alors, parfois, là je fais un petit tableau rapidement, il peut y avoir des petits changements. Pour le Nouvel An, c'est difficile à dire parce que le Nouvel An, on le qualifie toujours de Nouvel An Lao et pas de Nouvel An bouddhiste. Mais plusieurs populations qui sont bouddhisées font aussi ce Nouvel An, en plus du leur parfois. Ce sont deux Nouvel An. Le rite à l'esprit du village est maintenu. Les rites agraires sont toujours réalisés comme ils l'étaient. Les rites de guérison peuvent être aussi toujours réalisés comme ils étaient. Et les ancêtres font toujours leur place dans la maison. En gros. Je fais vite. Il y a quand même des ajouts. Alors, il y a des ajouts... je passe. Pas le temps. Il y a des fêtes en plus. Donc l'idée, c'est que c'est des choses en plus par rapport aux autres. Il y a tout un ensemble de fêtes. Les grandes fêtes classiques du calendrier bouddhiste au Laos. Je précise d'avance que les plus importants sont la Krao Palapin, qui sont le rite des corps en terre, là, et la Krao Salak, qui est l'offrande aux morts, qui implique un tirage au sort. Ce sera intéressant pour la suite. Donc il y a ces fêtes qui sont faites en plus et qui ont un caractère collectif qui est très important. Qu'est-ce qu'il y a en plus? Cette photo, en fait, je l'avais choisie parce qu'elle représente tous les éléments qui forment la base de ce qu'il faut pour le bouddhisme. Il faut un temple.
qui est un lieu collectif qui est très important. Le temple, c'est avant tout une maison, un toit, pour une statue du Bouddha. Mais pour avoir une statue du Bouddha, il faut l'honorer par un moine qui doit lui lire des textes. Donc là, voilà, les 4 éléments qu'il faut pour être bouddhiste. Alors, voilà, les temples à Bonsali, ça c'est les temples lus, les jolis temples lus qui sont en train d'être détruits, pour faire des trucs comme ça, là. Les temples là-haut, alors les anciens temples là-haut qui étaient en fait de simples maisons sur pilotis, mais là aussi on essaie de transformer en des beaux temples comme ça. Et là en bas je vous montre un peu des degrés, là c'est un peu le degré 0 du temple, hein, une petite cabane dans laquelle on trouve voilà, l'intérieur de la cabane. Voici un temple au minimum. Il y a les statues du Bouddha, et c'est à peu près tout, quelques gongs qui sont trouvés. Voilà, on peut voir les différences de faste avec les intérieurs de temples, lus principalement, ici, pas lus. Alors les moines sont évidemment très importants, mais finalement ils sont assez rares hein, dans cette région, et ils l'ont toujours été en fait. Ils ont toujours été assez rares. Idéalement, il y en a un dans un temple. Parfois, il n'y en a pas. Idéalement, il en faut un au minimum, mais ce n'est pas toujours le cas. Je dis les moines, hein. Il y a des novices. C'est un peu différent. Il y a des raisons à ça. Les moines, il y a un rôle extrêmement important du monastère au niveau villageois, c'était l'accès à l'éducation. C'est-à-dire que le monastère était un lieu où tous les hommes rentraient pour apprendre à lire et à écrire, et y restaient en fait quelques années. Et ensuite, une fois, ils rentraient vers l'âge de 10 ans, et après, ça dépendait d'eux, hein, ils pouvaient rester 1 an, 2, 3, 5, en général, vers l'âge de se marier, ils sortaient. Il y avait un phénomène d'initiation, en quelque sorte, réservé aux hommes, et maintenant, c'est aussi un tremplin pour l'éducation. C'est pour ça que les Lao, avec le développement finalement de l'éducation laïque et moderne, c'est ça qui a donné un énorme coup à la vocation monachiste. Il y a de moins en moins de moines, et ceux qui y vont, ce sont souvent moins en moins de novices, ce sont des gens finalement assez pauvres et qui sont nourris et logés au monastère. C'est ce que les gens disent eux-mêmes. Hein. C'est très important. Après, il y a d'autres raisons pour aller au monastère, mais souvent, c'est par exemple si on a perdu un parent ou pour obtenir des mérites pour un mort. Mais dans ce cas-là, on y reste assez peu longtemps. Voilà, le lien à l'écriture qui est évidemment très important, même si quand il n'y a pas de moine, et même quand il y a des moines, c'est souvent ce qu'on appelle l'Achanvat, c'est le responsable laïque de la pagode, qui va faire le 3/4 des rituels. Finalement, il est plus important que les moines. C'est un ancien moine, quelqu'un qui a été au temple, mais qui est un homme de savoir. Et c'est lui qui gère les rituels au niveau villageois. Bon, j'avais prévu des choses beaucoup trop longues, donc je suis obligé d'accélérer grandement. Le lien à l'écriture, ça c'est juste pour vous dire que voilà, l'idée que le bouddhisme est toujours associé à l'écriture localement, même si en fait c'est loin d'être les seuls à en avoir une. Il y a l'écriture Hmong, l'écriture Païdam, l'écriture chinoise, tout ça qu'on retrouve à Ponsali. Mais dans la tête de tous les gens, l'écriture est liée au bouddhisme. Alors, au niveau des logiques du bouddhisme, comment ces ajouts prennent sens en fait, hein, comment ces nouvelles pratiques viennent donner du sens aux rituels. Alors, en gros, la finalité des rituels est toujours la même dans les explications des gens. C'est toujours, en gros, éloigner le mal et protéger les personnes et amener des bonnes choses. Dans les fêtes qui sont faites au temple, qui sont le principal moment de la pratique du bouddhisme, hein, ces grandes fêtes collectives, ce qui est toujours mis en avant, c'est honorer ses ancêtres. C'est ça, avant tout, la raison donnée par les gens pour justifier les pratiques dans les temples. Ce qui est intéressant quand on sait que la représentation que nous on a du bouddhisme, c'est que c'est une religion de moines qui cherche à échapper au cycle de réincarnation pour l'obtention individuelle de mérite. La réincarnation est complètement contradictoire avec le principe de l'ancestralité qui est fondamental dans ces sociétés. La réincarnation, personne n'en a jamais parlé. Le karma non plus. Le bouddhisme, avant tout, c'est une prise en charge de la mort et de l'après-mort. C'était des choses qui étaient importantes, qui sont importantes aussi chez les populations non bouddhistes, et qui se développent. Donc là, on a ce qu'on appelle des passates, qui sont des maisons que l'on fait
dans laquelle on met tout un ensemble de biens qui sont destinés aux morts. En fait, le mérite, on cherche très rarement à en acquérir soi-même. Le mérite est destiné à ses ancêtres. Et donc cette idée, voilà, que finalement, une chose qu'a développé le bouddhisme dans cette région, c'est la représentation de l'enfer qu'il n'y avait pas. On dit souvent que les religions cherchent à répondre à l'angoisse liée à l'après-vie, à la mort. Bon, en fait, ce sont souvent les grandes religions qui s'imposent en créant un enfer et l'angoisse qui va avec pour ensuite trouver des solutions pour y remédier. Ça, c'est classique, on retrouve ça dans la diffusion du christianisme aussi. Alors, donc on retrouve une même logique, honorer ses ancêtres, leur envoyer des biens, mais il y a des variations dans la forme, le développement de techniques nouvelles, la suppression des sacrifices, le développement de l'hommage et de la prière, qui était assez peu développé, et surtout la médiation, oui, c'est surtout le fait que les offrandes sont médiatisées. Avant, un chef de maison tue son poulet directement et l'offre à ses esprits ancestraux ou à un esprit qui habite un arbre, etc. Là, le chemin est beaucoup plus compliqué. Les offrandes doivent être faites au Bouddha et à la communauté des moines, même quand il n'y en a pas, ou il n'y en a qu'un, il en faut au moins un, qui vont transformer ces offrandes en mérite, en boon, et qui vont l'acheminer aux morts. Et c'est là qu'intervient le moine dans ce processus. Donc lui, il représente cette extériorité à la communauté. C'est celui... et il faut être extérieur à la communauté pour pouvoir recevoir des dons. Il faut représenter le sangha, la communauté des moines, pour pouvoir... Il faut que le don soit comme perdu. Et donc, c'est lui qui reçoit ces dons, et c'est lui qui lit les textes qui vont permettre le transfert des mérites aux morts. Ce qui est un point intéressant d'ailleurs, c'est que là, on n'a pas une communauté de laïcs au service d'un groupe de moines qui travaillent à leur salut, comme se veut le bouddhisme originel finalement. Là, on a un moine isolé au service d'une collectivité de laïcs qui travaillent pour le bien-être de leurs ancêtres. Donc la logique du mérite, elle est très mondaine, et elle passe avant tout par du faste. La traduction concrète d'une fête boon, d'une fête du mérite réussi, se trouve dans le banquet final, dans le nombre de personnes dans la procession. Un élément très important pour décrire une fête, ça va être combien de tablés ensuite, combien d'invités seront venus là. Il y a l'idée de dépenses somptuaires qui matérialise la réussite d'un rituel. J'avance. Alors, un questionnement que j'ai eu dans ce système, c'était que venait faire là le Bouddha. J'avais du mal à comprendre sa place dans ce rituel. Je dis le Bouddha, en fait, il faut dire les Bouddhas, parce qu'il y a peu de... En fait, il ne faut pas dire les Bouddhas, il faut dire les statues de Bouddha, parce que ce sont toutes des prototypes d'un même être, mais elles sont toutes différenciées, spécifiées. Elles sont actives en tant que statue. Pour qu'une statue soit efficace, il faut lui mettre un cœur. Il y a une petite niche creusée à l'intérieur dans laquelle on met normalement de l'or et tout un ensemble de choses, c'est un rituel. Et il y a des statues qui sont plus ou moins puissantes, qui créent une sorte d'ambiguïté entre l'unicité du Bouddha et la spécificité de chaque statue qui le représente. Dans cette logique rituelle, le Bouddha semble finalement se réduire à une sorte de messager. C'est lui qui opère le transfert des offrandes, sont transformées en mérites du fait d'être données aux moines, et c'est le Bouddha finalement qui, comme un peu un rôle de facteur, qui va transmettre ces mérites-là aux morts. Moi, c'est un peu la course, mais je n'avais pas vu leur passer. Donc je vais conclure assez rapidement. Un dernier élément important du développement du bouddhisme, c'est son caractère de prestige et son aspect civilisateur pour les gens. Il y a un certain raffinement. L'idée c'est le lieu de l'art, les temples sont les seuls endroits ouvragés dans un village. Le principe de l'écriture dont je vous ai parlé. Et l'idée d'un dépassement du particulier et du local qui spécifiait les traditions, qui définissait justement ces traditions. Là, il y a l'idée qu'il y a un certain renoncement à une sorte d'individualisme politique, finalement, un caractère finalement assez
des sociétés faiblement hiérarchisées, faiblement centralisées, où chaque maître de maison est son propre sacrifiant, chaque maître de maison gère lui-même directement sa relation avec les morts et avec les esprits. Et là, c'est la communauté ensemble, réunie autour d'un lieu du culte commun, le temple, subordonné au Bouddha, aux moines et aux responsables laïcs de la pagode. Donc, qui inscrit le village, la communauté villageoise, dans un ensemble plus vaste, l'idée que le bouddhisme est une religion universelle pour les gens eux-mêmes. Avec le contre-coup, c'est de participer comme ça à un monde plus vaste, d'être finalement connecté, d'être moderne, il y a quelque chose qui relève de ça. Avec l'idée qu'ils sont aussi, finalement, en s'inscrivant dans un ensemble plus large, ils sont sous le contrôle aussi d'une institution qui les dépasse, puisque le bouddhisme local est lui-même chapeauté par un bouddhisme à un niveau national et avant à un niveau royal. Donc ils inscrivent ces communautés dans un ensemble plus vaste, et c'est pourquoi d'ailleurs le bouddhisme a toujours plu au roi. Et là où il y a des populations bouddhistes, la royauté ou l'État a toujours été présent. Voilà. On avait 17h30, il est 7h32. Donc je m'arrête là.